Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Je reprends un sujet que j'ai déjà évoqué dans une capsule précédente, mais je vais à nouveau en parler peut-être sous un angle un peu différent, en l'explicitant avec un schéma. C'est finalement, je vois beaucoup de gens aujourd'hui ne pas comprendre pourquoi sur un ioniseur, eh bien, on a un rejet d'eau. Parce qu'effectivement, sur cet appareil, vous le savez, il existe deux sorties d'eau. Et sur la partie basse, donc le petit flexible, souvent, effectivement, on va avoir de l'eau coulée. Et je vais simplement vous expliquer pourquoi d'abord cette eau elle coule. Et ensuite, on va élargir le débat en regardant véritablement ce que ça représente quotidiennement, annuellement pour chacun d'entre nous dans notre budget. Et vous le verrez tout à l'heure, cet appareil est véritablement un gain, quelque chose qui est extrêmement économique pour notre quotidien. Vous retrouvez ici à l'écran le disclaimer classique concernant les allégations médicales de ma chaîne sur l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. N'oubliez pas de liker cette chaîne pour les algorithmes de YouTube. Et je vous remets ici en visuel le lien, la visuelle de ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui veulent interagir avec moi dans les commentaires. Alors pour démarrer cette capsule, j'aimerais faire simplement, vous raconter une histoire qui va vraiment peut-être déjà poser le cadre de mon propos sur cette capsule. Vous savez, c'est l'histoire d'un jardinier qui un jour dans son jardin, il commence à voir un petit peu partout dans son jardin sa belle pelouse qu'il vient de planter, des taupinières. Vous savez, donc ces fameuses taupes qui arrivent très souvent d'ailleurs dans les jardins. Et il commence effectivement à avoir une espèce de fixation sur ces taupes. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il devient véritablement obsédé par le fait de voir tous ces taupinières un peu partout. Imaginez ce jardinier lorsqu'il va simplement rentrer maintenant dans la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter au premier étage de cette maison. Et il va commencer à regarder de nouveau son jardin et il va se rendre compte que finalement, eh bien, les taupinières qu'il voyait de cette manière extrêmement importante lorsqu'il était dans son jardin, eh bien là on les voit un petit peu moins. Et s'il prend ensuite le temps de monter carrément au grenier de sa maison, eh qu'est-ce qu'il se rend compte? C'est que finalement, dans le décor gigantesque qu'il y a autour de lui, ces taupinières, finalement, il ne les voit plus. Et vous voyez, on est véritablement au cœur de la même chose avec notre ioniseur lorsqu'on prend le temps simplement de se dire qu'aujourd'hui, cette arrivée d'eau sur laquelle les gens font une fixation et vont se dire, commencer à la regarder en disant, mon Dieu, toute cette eau qui est en train de couler de ce ioniseur, vous voyez, c'est un petit peu la même chose que ce jardinier qui est focalisé sur cette taupinière et qui est véritablement omnibulé par justement ces taupes. Eh bien, sachez qu'il faut absolument sortir de cette vision et vous dire qu'on va élargir, on va prendre un peu comme ce jardinier de la hauteur sur ce débat et on va maintenant regarder poste par poste, point par point, pourquoi vous allez le voir. Eh bien, ce ioniseur finalement est un outil extrêmement économique et surtout extrêmement écologique. Alors, un autre aspect important de notre ioniseur, c'est aujourd'hui, je dirais, les campagnes massives menées notamment l'été sur l'eau. Vous savez que l'eau, effectivement, est devenue un péril de notre planète et il est une réalité incontestable que l'eau, on doit véritablement en prendre soin. Maintenant, on va le voir tout à l'heure au niveau des chiffres. Vous allez voir que notamment notre consommation d'eau quotidienne, eh bien, on va le voir, il faut ramener les choses à leur juste mesure. Mais en tout cas, on est dans un moment où nous sommes excessivement culpabilisés dans le fait de ne pas utiliser trop d'eau, de ne pas gaspiller l'eau. Et ça fait aussi sans doute partie des raisons pour lesquelles, lorsqu'on a ce ioniseur, eh bien, on se focalise notamment sur cette eau résiduelle qui semble être perdue. Alors venons-en maintenant techniquement à une ionisation, parce que ça va faire suite d'ailleurs aux différentes capsules que j'ai fait sur la ionisation d'eau. Donc on va également pouvoir, via cette capsule, redonner de l'information sur justement de quelle manière un ioniseur fonctionne. Je vous le rappelle, un ioniseur, donc il est branché évidemment directement sur votre robinet, donc à l'eau du réseau domestique. Il va ensuite bien sûr passer dans un filtre 3 étages à chambre actif et ensuite l'eau va rentrer dans cette chambre d'électrolyse. Donc on va passer sur ces plaques de titane et de platine pour ensuite être ionisé, donc subir une charge électrique qui va la fragmenter via une membrane qui va donc séparer les ions de l'eau. On va avoir donc d'un côté le grand flexible de l'eau alcaline qui se caractérise par le symbole chimique OH- qu'on appelle des hydroxyles. En fait, c'est une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, donc il s'appelle OH-. Et de l'autre côté, sur cette fameuse petite partie acide, c'est des H+, c'est de l'eau acide. On va essentiellement avoir des résidus de chlore, de soufre et de phosphore. Donc, c'est cette petite partie acide qui nous intéresse parce que, encore une fois, c'est là qu'on va se constituer dans un ioniseur la partie acide. Et ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que c'est la répartition, notamment entre le côté alcalin et le côté acide, est aujourd'hui environ de 15%, 20% à 85-80%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 1 litre d'eau produite, en réalité, il n'y a que 20% d'eau perdue et 80% d'eau utilisée. Et on le verra aussi que tout à l'heure,
lorsqu'on va utiliser notamment les pH très acides et très alcalins, eh bien en réalité cette eau-là n'est même pas perdue. Alors je vous propose, on regarde les choses très factuellement parce que je crois qu'à un moment donné, si on veut vraiment comprendre et prendre de la hauteur sur ce sujet, je vous mets ici à l'écran un schéma vous résumant aujourd'hui quelles sont finalement nos utilisations quotidiennes d'eau dans une maison. Et vous le voyez aujourd'hui, le plus gros budget dans une maison pour l'eau, c'est pratiquement 40% pour nos douches et nos bains. Donc, vous voyez, quand on voit ce chiffre de 40% pour nos douches et nos bains, eh bien on se dit qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un moment où effectivement, principalement la nouvelle génération se lave effectivement tous les jours. Et on comprend assez facilement que ce chiffre est à corréler avec les nouvelles habitudes de ce monde où effectivement un grand nombre de gens se lavent très régulièrement et c'est logique, effectivement l'hygiène est importante. Donc vous voyez, c'est aussi en corrélation aussi avec notre époque et les changements d'habitude qu'ont pris les gens dans les maisons. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pour 20% les sanitaires, donc tout ce qui est toilette, effectivement, donc tout ce qui est eau de sanitaire. Donc là aussi, vous voyez, c'est beaucoup d'eau. Rien qu'à ces deux postes-là, on a pratiquement, vous voyez, 60% de la consommation d'eau qui se concentre entre nos sanitaires et nos bains et nos douches. Ensuite, viennent 12% consacrés au lavage de notre linge dans bien évidemment nos machines à laver. Et là aussi, on a de plus en plus pris l'habitude de laver très souvent du linge. Je vois aujourd'hui, la nouvelle génération se change pratiquement tous les jours. Donc là aussi, on le voit, une consommation d'eau massive liée aussi également à nos changements d'habitude quotidiens. Donc ce chiffre de 12%, il est aussi à corréler encore une fois, comme les douches tout à l'heure, à nos changements de mode de vie et d'habitude. Ensuite, on va trouver 2 fois 6% qui sont à la fois le divers et le jardin, puisque effectivement là aussi, eh bien, il est logique qu'en ayant des jardins, si on veut être autonome un minimum pour notamment faire de la culture ou avoir des plantes, eh bien, nous devons absolument arroser nos jardins. Ensuite, on va trouver pour la cuisine 6%. Donc encore une fois, là c'est logique, on va effectivement, bien évidemment, dans nos préparations culinaires, très souvent sont à base d'eau, donc c'est 6%. Et en dernier lieu, tenez-vous bien, les eaux de boisson, écoutez bien, ça représente 1%. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand on se met à regarder réellement quelles sont finalement la consommation et qu'on voit ce petit tuyau de rejet qui rejette a priori de l'eau, bien sachez que notamment les eaux de boisson, dans une maison, c'est 1%. Donc maintenant, vous voyez, on commence à prendre de la hauteur, notamment en se rendant compte qu'aujourd'hui, dans un budget, ce qui vous coûte de l'argent, c'est essentiellement vos bains, vos douches, vos sanitaires et les autres postes qu'on vient de voir ici à l'écran. Maintenant, pour ceux qui connaissent les traitements d'eau de type osmose de l'eau, où là, effectivement, on enlève notamment tout ce qui est véritablement polluant de l'eau, bien sachez que pour 1 litre d'eau osmosée, c'est 3 à 4 litres d'eau produite, jetée, inutilisable. Un autre appareil que vous connaissez bien, parce qu'aujourd'hui en France, on a énormément installé d'adoucisseurs, et d'ailleurs à ce titre, c'est devenu véritablement pour un grand nombre d'entre vous, souvent le fait de penser que l'eau adoucie était bonne pour notre santé, puisqu'elle était traitée. Mais ce n'est pas le sujet de ma capsule. Sachez qu'un adoucisseur aujourd'hui, sur un an, dans un foyer de 4 personnes, écoutez bien, c'est 120 mètres cubes d'eau perdue. Pour la régénération, c'est-à-dire pour le fait que cet appareil va se régénérer puisque dedans il y a une résine. Finalement, lorsqu'on utilise notre ioniseur, qu'on utilise les pH alcalins pour de la boisson, donc qui vont de 8,5 à 9,5, donc ils vont générer de l'autre côté, encore une fois, un rejet acide de 4,5 à 5,5 de pH, donc qui est une eau acide, qu'on va pouvoir largement, encore une fois, utiliser en trempage notamment d'une vaisselle, ou simplement pour faire les gens qui sont vraiment dans le système d'économie. Je vous rappelle aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, les sanitaires, c'est beaucoup, notamment, c'est un gros budget dans une maison pour l'eau. Et bien, on peut par exemple faire une chasse ou une toilette pour des toilettes. Donc, encore une fois, on le voit, cette eau finalement, si on le veut, elle peut être totalement récupérée, en tout cas pour une grosse partie. Donc, vous voyez que c'est une eau qui finalement a des vertus et peut être réutilisée. Autre aspect, je l'évoquais en début de capsule, lorsque vous allez utiliser le pH 2.5, qui je vous rappelle est un pH extrêmement acide sur cette machine, eh bien vous le savez, en face de ce 2.5 se trouve le 11.5 qui est le très alcalin, qui est généré d'ailleurs par la ionisation et l'ajout d'une très petite quantité de sel à la ionisation. Et ce qui va se passer, il faut comprendre que dans ce processus-là, bien, il n'y a aucune eau qui est perdue. Là, bien au contraire, vous récupérez notamment du budget. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que d'un côté, dans les eaux acides qui sont de la désinfection et dans le 11.5 qui par exemple peut permettre du nettoyage du fruits et légumes, mais on se rend compte que ces deux eaux, eh bien, elles sont monétisables. Aujourd'hui, vous n'achetez plus de javel, vous n'achetez plus pour nettoyer vos sols, vous n'achetez plus non plus de vinaigre blanc, d'autres produits que vous pourriez mettre pour nettoyer vos fruits et légumes. Donc, à cet égard, vous voyez, une partie de la distribution finalement de ces deux eaux, eh bien, reste finalement un choix extrêmement économique pour votre quotidien. Je me suis livré également un calcul parce qu'il faut vraiment à un moment donné être extrêmement factuel dans notre analyse et pour comprendre, vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un foyer, c'est vraiment des quantités qui sont infimes. Sur une année,
sachez que le filtre est prévu pour durer 6000 litres, donc au niveau de la ionisation, donc ce qui correspond à la durée effectivement donc de cette filtration. Eh bien, on va générer 4800 litres d'eau utilisée donc pour la boisson et pour d'autres choses, et 1200 litres d'eau rejetée. Encore que dans ces 1200 litres rejetés, il faudrait éventuellement y enlever le 2.5 et le 11.5 qui je viens de vous le dire à l'instant sont utilisables. Je vous rappelle juste ce chiffre, on vient de voir ici 1200 litres d'eau perdue entre guillemets sur la partie basse de la machine. Rappelez-vous qu'à l'année, sur un adoucisseur, on a 4000 litres d'eau perdue non utilisable. Et quand je dis non utilisable, parce qu'effectivement cette eau ne sert à rien puisqu'elle est hautement concentrée en sel, donc elle est rejetée, donc elle n'est absolument utilisable pour quoi que ce soit. Donc là, vous voyez qu'on est pratiquement à un rapport de 1 à 4. Donc vous voyez que tout de suite, quand on remet ça en perspective, qu'on prend de la hauteur, comme je vous ai expliqué avec cette image du jardinier, de la taupinière, eh bien on se rend compte que finalement notre ioniseur, eh bien finalement, c'est un extrêmement bon parti. Et rappelez-vous aussi que de toutes les façons, un traitement d'eau, souvent, va de toute façon gaspiller d'une certaine manière de l'eau, puisque en l'occurrence ici, une ionisation aussi, il faut le comprendre. Lorsqu'on ionise de l'eau, la partie donc alcaline qu'on va boire génère en même temps donc la partie acide. Et je vous rappelle que dans la partie acide est également éliminée une partie de phosphate et de nitrate, donc qui sont des choses évidemment indésirables pour notre corps. Donc à ce titre, la ionisation fait aussi partie dans le processus même, intrinsèquement déjà, d'une débarration de la pollution, donc du fait qu'on doit absolument se débarrasser d'une partie de cette eau. Et pour celles et ceux pour qui n'ont pas encore eu suffisamment d'arguments, maintenant je vais vous parler des douches. Vous savez qu'on a vu tout à l'heure que les douches et les bains sont aujourd'hui dans une maison le poste le plus important en termes d'utilisation d'eau. Et bien sachez qu'une douche par semaine, et sachez qu'une douche par semaine, c'est largement pas du tout ce qui se passe dans la réalité, mais j'ai volontairement envoyé baisser les chiffres pour qu'on puisse être sur des choses raisonnables. Et bien une douche par semaine, écoutez bien, c'est 3640 litres d'eau perdue. Donc imaginez maintenant quelqu'un qui prend 2-3 douches par semaine, faites ce calcul, c'est 9-10 000 litres d'eau. Je rappelle nos 1200 litres. Donc là, le rapport, il peut être à peu près de 1 à 10. Donc vous voyez que finalement, lorsque vous êtes en train d'utiliser votre ioniseur, ne vous sentez pas coupable. Soyez-le davantage lorsque vous allez prendre un bain ou une douche, ou peut-être que vous allez être régulièrement aux toilettes, où là, effectivement, sachez qu'une grande partie de l'eau que vous utilisez, eh bien, elle est littéralement perdue. Et en deuxième lieu, pour terminer, puisqu'on a parlé tout à l'heure des postes les plus importants de consommation dans une maison, c'est effectivement nos toilettes. Je viens d'en parler à l'instant, nos sanitaires. Eh bien, sachez qu'une chasse d'eau par jour sur une année, c'est 3650 litres d'eau perdue. Donc là, encore une fois, vous voyez, on est à un rapport de 1 à 3 sur notre ioniseur. Donc encore une fois, j'espère avoir été aujourd'hui assez pragmatique, assez factuel pour vous montrer aujourd'hui la problématique de cette eau perdue. N'est en réalité pas un problème, c'est simplement une perception qu'il faut simplement ramener aujourd'hui à ce que nous connaissons et prendre de la hauteur sur ce sujet pour se rendre compte que également, encore une fois, pour avoir un traitement d'eau, eh bien, ça doit nécessairement aussi passer par le fait qu'une petite partie de cette eau, malheureusement, eh bien, va être perdue. Acquérir un ioniseur, c'est acquérir effectivement une solution extrêmement écologique, comme on vient de le voir, notamment par le biais de ce traitement d'eau, et finalement le fait qu'on va pouvoir étager différents pH, pouvoir utiliser ces eaux complètement différentes en termes de pH, que ce soit pour de la désinfection, que ce soit pour votre peau, pour des usages notamment même capillaires, ou même pour aujourd'hui pouvoir nettoyer les fruits et légumes, ou même peut-être utiliser simplement lorsque vous faites un bleu d'une eau extrêmement riche en hydrogène. Donc on le voit, un spectre assez large pour pouvoir justement changer nos habitudes en matière de consommation. C'est donc moins de chimie, moins de plastique, puisque encore une fois, évidemment, c'est aussi l'idée de pouvoir éradiquer cette pollution des bouteilles plastiques, mais également cette pollution liée aux microplastiques que nous ingérons malheureusement contre notre gré dans notre corps. Et à ce titre aujourd'hui, si vous devez acquérir un ioniseur, cherchez à acquérir une solution santé médicale japonaise, brevetée, manufacturée, parce que sachez qu'aujourd'hui le Japon est le seul pays dans le monde à pouvoir aujourd'hui vous proposer des gammes de produits sûrs, vérifiés, contrôlés avec des normes ISO, qui vont garantir à vous et votre famille de pouvoir avoir une eau de qualité et surtout avoir un aspect de longévité, parce que je vous le rappelle, aujourd'hui, ce type d'appareil donc de qualité médicale ont une durée de vie de minimum 22-25 ans avérée aujourd'hui. Donc à ce titre, il représente un véritable investissement dans l'avenir pour justement faire face à l'obsolescence programmée, tellement aujourd'hui malheureusement importante dans nos vies quotidiennes. Alors je vous le rappelle, l'eau alcalinisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, tel un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge. C'est un petit peu comme le vernis sur la peinture d'une voiture qui va finalement empêcher la corrosion, la perforation de cette carrosserie. De la même manière,
empêcher, ralentir les effets notamment des radicaux libres, qui sont ces oxydants cellulaires qui abîment à la fois vos cellules, votre ADN, mais également l'apparence de votre peau. Et en troisième lieu, c'est une eau hexagonale, microstructurée, qui par son poids moléculaire va représenter un avantage beaucoup plus important en termes d'une hydratation bien plus importante, bien plus efficiente, notamment sur l'assimilation des minéraux et des nutriments, mais également une meilleure chélation, un meilleur nettoyage cellulaire qui est tellement important aujourd'hui à une époque où nous sommes véritablement dans une époque extrêmement challengeante, notamment sur la pollution que nous subissons tous au quotidien. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.